le JT. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir pour cette édition d'information. Actualité oblige, commençons par l'éducation. Ça y est, c'est fait. Les candidats au baccalauréat peuvent retenir leur souffle puisque l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX a rendu public les résultats du baccalauréat du second degré, session de juin 2025. L'annonce a été faite par le président du jury, Dr Guirayo Jérémy, à travers un point de presse animé cet après-midi au sein de l'ONEX sur 104 440 inscrits, 23 374 sont déclarés admis d'office, toutes séries confondues, soit 22,38% et 26 854 admissibles, soit 25,71%. Pour plus de détails, je vous invite à suivre cet extrait que nous propose Mbaye Nicolas. Vu qu'il s'agit d'un examen, des cas de fraude ont été appréhendés et ont fait l'objet de sanctions conformément au règlement régissant l'examen. Au total, 1585 cas de fraude ont été enregistrés, soit un pourcentage de 1,51%. Cela nous amène à redoubler de vigilance pour la deuxième série des épreuves dans tous les différents centres d'examen. Quant aux candidats, chaque parcours est unique et il est normal de rencontrer des obstacles sur son chemin. Les résultats aujourd'hui sont le reflet de notre travail, de votre travail et de votre engagement durant 9 mois de labeur. Je félicite tous les admis et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs projets. Aux admissibles, je leur demande de redoubler d'efforts pour passer avec sérénité la deuxième série. Et enfin, aux récalés, je leur demande de redoubler de courage pour la prochaine fois, car l'échec est le meilleur guide du monde. Les résultats seront affichés dans tous les centres et lycées. Ils peuvent être consultés aussi sur le site de l'ONEX, www.onex.td ou via les téléphones mobiles RTL et Move Africa. S'agissant des résultats, il convient de rappeler que l'effectif total des candidats inscrits pour toutes les séries confondues est de 404 440. Ainsi, les résultats de la première série se présentent comme suit. Sur un total de 104 440 candidats inscrits, nous avons 23 374 admis d'office, soit un pourcentage de 22,76 et 26 854 admissibles, soit un pourcentage de 25,61%. Nous rappelons que les épreuves de la deuxième série se dérouleront le mardi 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. J'adresse ma reconnaissance au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, au secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à la formation professionnelle pour la visite de soutien aux membres du jury durant le déroulement de travaux. L'ancien Premier ministre Dr Succès Masra a entamé une grève de faim arrêtée le 16 mai 2025 à son domicile. Le président du parti Les Transformateurs entame cette démarche dans une quête de justice. Emmanuel Koulayo. Depuis le 16 mai, le leader politique est sous le coup d'une interpellation émise par le procureur de la République suite à la diffusion d'un enregistrement audio émanant de sa part.
qualifiée d'incitation à la haine. 40 jours se sont écoulés depuis cette mise en cause sans aucune avancée significative ne semble poindre dans son dossier. À la stupeur générale, c'est donc sur les réseaux sociaux que Dr Masra Succé a choisi révélé d'observer une grève de la faim exigeant un traitement prompt et sans atermoiement de son affaire. Ce recours à une action d'une telle portée est inédit dans l'histoire politique tchadienne. Jamais auparavant, un dirigeant de parti politique incarcéré pour des accusations d'incitation à la haine n'a opté pour cette forme ultime de protestation. Ce geste, empreint d'une force symbolique et d'un courage indéniable, est l'expression manifeste d'un profond sentiment d'exaspération de la part du prévenu. Il témoigne également de sa ferme volonté de dénoncer les traitements jugés inappropriés infligés aux détenus tchadiens tout en mettant en lumière une procédure judiciaire qu'il estime excessivement long et manquant de transparence. Plus qu'un simple moyen de contestation, la grève de faim constitue un acte extrême, révélateur d'un climat de tension où l'existence même devient le levier ultime de revendication. Il convient de rappeler la récente et retentissante sortie du maréchal Mamadi Idriss Déby Itno exhortant les ministres de la République à assumer pleinement leurs responsabilités. Dès lors, il est légitime de s'interroger sur la lenteur et la transparence du système judiciaire tchadien. L'appartenance à la classe politique de l'opposition ne saurait être assimilée à une animosité envers la nation. Un opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. Les leaders de l'opposition sont des acteurs essentiels du jeu démocratique et contribuent à l'équilibre des idées. Afin de préserver la paix sociale et d'éviter un climat politique qui ne dégénère en chaos, il est impératif que la justice demeure indépendante, impartiale et transparente. Ce n'est qu'en garantissant à chaque individu, quelle que soit son affiliation ou son rôle, un traitement juste et équitable que la nation pourra édifier un socle solide de confiance, de dialogue et de cohésion sociale. Emmanuel, parlons encore de cette grève de faim du leader de transformateur Dr Succé Masra. Et bien Diana Nepitimbaye, notre reporter, s'est rapproché de l'analyste politique Dr Yamingue Bitimbaye pour mieux cerner les contours de cette décision et surtout l'influence de cet acte. Cette grève de faim justement pourrait avoir sur la suite des procédures. Suivez plutôt. Il a très peu de moyens pour s'exprimer. Et c'est pour ça qu'il a choisi cette option. Et il a précisé aussi, c'est ce qui est assez spectaculaire, qu'il fait ce choix non pas pour exiger sa libération de la prison, mais pour protester contre ce qu'il appelait les injustices imméritées et aussi pour exiger la libération des énergies du peuple. Donc voilà les termes qu'il a employés. Et donc on voit bien que ce n'est pas véritablement une stratégie pour réclamer sa libération de la prison matérielle dans laquelle il se trouve, mais c'est véritablement une stratégie de communication, un canal de communication qu'il a choisi pour poursuivre la lutte, ou du moins pour poursuivre un peu le travail qu'il fait en tant que leader d'opinion, en tant que chef de parti, pour communiquer, transmettre le message qui est son message habituel, celui de la lutte contre les injustices et contre les inégalités. Les limites sont très minces, mais en même temps que cela peut mettre de la pression sur la procédure judiciaire actuellement en cours, c'est en même temps une initiative qui lui permet de continuer à s'exprimer quand bien même il est sous les barreaux. Donc il faudrait chercher à comprendre quel type de grève de la faim il a choisi. Est-ce que c'est une grève de la faim intégrale? C'est une grève de la faim avec des options différentes. Mais quel que soit le type de grève de la faim que le docteur Succé Masra aura choisi, les responsables de l'administration pénitentiaire prendront des dispositions fermes pour que sa vie ne soit pas atteinte et que sa vie ne soit pas menacée. En choisissant aussi cette option de grève de la faim, normalement, l'administration pénitentiaire devrait ouvrir une certaine passerelle pour permettre qu'en plus du personnel soignant dédié par les services pénitentiaires.
Changement à la tête de l'instance de régulation des médias au Tchad. Aujourd'hui, Madame Halime Assadia Ali, récemment nommée présidente de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel Hamam, a officiellement prêté serment devant la Cour suprême ici même à N'Djamena. À ses côtés, Dubaï Kleptoin, nommé conseiller, s'est également engagé solennellement à servir avec loyauté et indépendance dans cette institution. Rome, Lelum Sengar Ngarmachine. Cette prestation de serment marque l'entrée en fonction officielle de deux personnalités nommées par le décret présidentiel rendu public le mois de mai dernier. Elle intervient dans un contexte national où les défis liés à la régulation de l'information, à la lutte contre la désinformation et à la promotion de la liberté de la presse restent toujours majeurs. Il s'agit de la présidente de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Halime Assadia Ali, ainsi que son vice-président Ndoumbaï Kléoutoin, qui se sont engagés devant la Cour suprême ce mercredi 25 juin 2025. Une cérémonie solennelle qui a été placée sous l'autorité du président de la dite Cour, M. Samir Adam Anour, en présence des membres de la AMA, des hauts magistrats, des représentants du gouvernement et plusieurs figures du paysage médiatique et institutionnel tchadien. Le président de la Cour suprême a quant à lui rappelé les responsabilités cruciales qui incombent à l'organe de régulation dans un pays engagé sur la voie de la consolidation démocratique, avant de les exhorter à faire preuve de rigueur et d'intégrité dans l'exercice de leurs fonctions. À la sortie des salles, Madame Halime Assadia Ali, face aux médias, a exprimé sa volonté de renforcer la crédibilité de la AMA en misant sur une régulation équilibrée, respectueuse de la liberté d'expression, tout en veillant à l'éthique et à la responsabilité des médias. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction, mais aussi beaucoup de responsabilité au vu de la tâche qui nous attend et surtout aussi des attentes de l'ensemble du secteur. Les priorités, c'est de faire en sorte qu'avec l'ensemble de professionnels, on puisse former, accompagner les professionnels pour avoir une presse responsable, une presse professionnelle et une régulation qui puisse accompagner en s'adaptant à l'évolution technologique. Cette nouvelle équipe dirigeante de la AMA est désormais attendue sur plusieurs chantiers prioritaires. La révision du cadre juridique des médias, le renforcement des capacités des journalistes, la régulation des contenus numériques et audiovisuels, ainsi que la gestion équitable de l'espace médiatique en période électorale. La nomination de Halime Assadia Ali, femme engagée et ancienne communicante institutionnelle, envoie également un signal fort en matière de la promotion du leadership féminin au sein des hautes sphères décisionnelles du pays. La nouvelle équipe municipale de Béré, là nous sommes dans nos provinces, organise depuis hier sa première session budgétaire. C'est le préfet du département de la Tandjilé Centre, Mohamed Adoum Aguidé, qui a lancé les travaux. Là-bas, midi, mais notre correspondant local. Cette session budgétaire intervient 4 mois après la prise de fonction de la nouvelle équipe de l'exécutif à la tête de cette commune désormais de plein exercice de Biri, chef-lieu du département de la Tandjilé Centre. Balmé Emmanuel est le maire de la commune de la dite ville. Il présente ici un tableau sombre de sa commune. Le personnel de la mairie de Béré a accusé au total 5 mois d'arriérés de salaire, soit un montant à payer de 11 74 200 francs. Les factures impayées des fournisseurs qui s'élève à 4 765 800 francs. En plus de cela, le non-versement des cotisations à la CNPS des années 2022, 2023, 2024 et 2025, qui s'élève à 2 700 000 francs, soit un total global de 7 465 800 francs. Par le concours du trésorier départemental, 2 mois de salaire ont été réglés. Mais les mois se sont ajoutés et nous nous retrouvons aujourd'hui avec 8 mois d'arriérés pour les agents et bientôt 4 mois d'arriérés pour l'exécutif entrant. Ouvrant cette session budgétaire, le préfet du département de la Tandjilé Centre, Mohamed Adoum Aguidé, a appelé l'exécutif à une franche collaboration pour le bon développement de la commune. La population de Béré attend de vous avoir des fruits qui seront des réalisations.
Vos tâches ne sont pas seulement dans le bureau. Vous serez éveillés, être là où vos agents exercent les travaux. Avoir un climat de collaboration avec vos collègues et vos conseillers municipaux afin de conduire votre mandat en beauté. Soyez humbles dans vos exercices pour atteindre vos objectifs. À noter que cette session budgétaire qui durera 15 jours permettra aux participants qui sont les conseillers de se pencher sur la présentation du rapport des activités de l'exécutif communal et rapport financier d'exercice 2024, la présentation et adoption du budget d'exercice 2025 et la présentation et délibération du programme de développement de chaque commission. Merci Labara Midima. Revenons ici à N'Djamena, cité capitale, dans le cadre de son programme de renforcement de la résilience face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Le ministère de la Production et de l'Industrialisation organise depuis ce matin dans un hôtel de la place un forum axé sur le thème mobilisation de ressources pour le développement de l'irrigation et le financement du secteur de l'agriculture. Le reportage de Haïki Lydia. Ce forum a pour thème la mobilisation de ressources pour le développement de l'irrigation et le financement du secteur de l'agriculture, a vu la participation de plusieurs autorités administratives de l'État, des partenaires financiers et techniques du ministère. C'est le secrétaire général du ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole qui a ouvert la cérémonie par un mot de bienvenue à tous les participantes et participants à ce forum. Je voudrais remercier tous mes collaborateurs, membres du comité d'organisation, plus particulièrement les conseillers techniques du ministre. Je vais citer ici M. Boubakari Amadou et M. Assanti Oumar Chahi, qui n'ont ménagé aucun effort dans la conduite des travaux de préparation. Parce que dans le cadre de la préparation de ce forum, un comité d'organisation a été mis en place par les soins de M. le ministre. Cette équipe de concert avec toutes les structures du ministère s'est attelée à l'élaboration d'un calendrier d'activités prévu à cet effet et à la réalisation de celle-ci dans le délai. Le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, dans son allocution, a souligné l'importance et les objectifs de ce forum avant de déclarer officiellement ouvert les travaux. Pour lui, l'objectif de ce forum est de présenter les résultats des études bancables réalisées sur des sites jugés prioritaires pour l'aménagement de 24 000 hectares et d'autres projets du ministère. Le forum qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de présenter les résultats des études bancables réalisées sur des sites jugés prioritaires pour l'aménagement de 24 000 hectares et d'autres projets du ministère et solliciter l'accompagnement des bailleurs de fonds et des partenaires techniques pour leur financement. En effet, en 2016, le gouvernement de la République du Tchad, dans sa quête permanente de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à la population, a lancé une étude de faisabilité pour les aménagements hydro-agricoles pour une surface totale de 200 000 hectares répartis sur l'ensemble du territoire national. Le forum de mobilisation de ressources pour le développement de l'irrigation et de financement du secteur agricole, qui durera 3 jours, est un temps de réflexion sur les nouvelles méthodes de la production et de l'industrialisation agricole. Ce matin, la Cour de la Direction générale de la police nationale, le commissariat central numéro 1 pour être précis, a servi de cadre pour une campagne de dons volontaires de sang. Les fonctionnaires de la police nationale ont répondu massivement présents à cet appel. La campagne est placée sous le thème « Donnez votre sang, donnez l'espoir, ensemble sauvons des vies ». Fulbert Oumana pour le reportage. Un geste qui sauve des vies, un acte de citoyenneté. C'est par ce mot fort que le directeur général de la police nationale, le contrôleur général Tougou, Digo Maïdé, a donné le ton de cette initiative salutaire. Il a été le premier à tendre le bras, donnant ainsi le coup d'envoi à l'ensemble du corps. Pour le directeur général de la police, ce geste, aussi simple soit-il, peut sauver des vies. Nous devons montrer l'exemple en tant que force républicaine, a déclaré le directeur général après avoir accompli son devoir de solidarité. Notre travail quotidien a quand même un lien direct avec les citoyens.
dans tous les domaines. Cette mobilisation pour donner le sang, pour sauver des vies de personnes. Les accidentés sur la voie publique, les femmes enceintes, mortes d'accouchements compliqués, personnes âgées. C'est vrai, c'est volontaire, mais il exhorte tous les policiers à donner du sang pour sauver les vies. À ses côtés, le directeur général du Centre national de transfusion sanguine saluait l'implication active de la police nationale. Il a tout d'abord exprimé sa reconnaissance à la hiérarchie policière pour leur disponibilité. Pour le directeur de la transfusion sanguine, d'autres corps emboîteront le pas car les besoins en sang sont constants dans nos hôpitaux. Nous réjouissons aussi que la police participe activement dans cette activité. Nous rappelons que ce n'est pas la première fois, la police a toujours participé au nom de ça. Et parmi nos donneurs fidèles, nous avons toujours des policiers. Les forces de sécurité se sont succédées avec discipline devant les équipes de prélèvement. Le personnel médical, mobilisé pour l'occasion, a su créer une atmosphère conviviale propice à ce moment de don et de partage. En donnant leur sang, les policiers prouvent qu'ils veillent également sur la vie dans toutes les dimensions. La police nationale, fidèle à sa vocation de service public, démontre qu'elle sait aussi prendre soin des populations sous toutes les formes. Elle remercie par la voix de ses responsables le ministre de la Santé publique pour cette fructueuse collaboration. Car ensemble, policiers et soignants unissent leurs forces pour une cause sacrée, sauver des vies. Merci d'être toujours de notre pour la suite de cette édition d'information. La lutte contre la pollution atmosphérique au Tchad constitue un souci majeur pour le gouvernement. Ceci s'inscrit dans la droite ligne des projets novateurs qui consistent à maintenir la ville de N'Djamena dans un environnement sain. Selon les données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, certaines zones urbaines du Tchad, notamment N'Djamena, figurent parmi les villes les plus polluées d'Afrique en termes de particules fines. N'est-ce pas, Roseline Djekourbois? Le Tchad, pays sahélien enclavé, est confronté à une pollution atmosphérique croissante due à des facteurs naturels, à savoir les tempêtes de sable, sécheresse et les activités humaines. Selon les données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, certaines zones urbaines du Tchad, notamment N'Djamena, figurent parmi les zones les plus polluées d'Afrique en termes de particules fines. Les sources de pollution les plus récurrentes au Tchad sont le brûlage des déchets à ciel ouvert. À cela s'ajoute l'utilisation massive des bois et charbon pour la cuisson qui constitue la pollution domestique dans certains coins et recoins de la ville de N'Djamena. Les véhicules anciens et mal entretenus, souvent importés d'occasion, sans contrôle technique, entravent des grandes pollutions de l'air et peut être une source de maladies respiratoires chroniques comme l'asthme, bronchite, les infections pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes âgées d'après les spécialistes de la santé. Il faut rappeler que la Constitution tchadienne reconnaît le droit à un environnement sain. Le plan national d'adaptation au changement climatique inclut la lutte contre la pollution de l'air, les campagnes ponctuelles de sensibilisation à la réduction du brûlage de déchets et l'initiative de promotion de fours améliorés pour réduire la consommation de bois sont des actions salutaires à prioriser. Renforcer la réglementation sur les émissions de véhicules et interdire les carburants de mauvaise qualité sont des mesures importantes. Soutenir les énergies renouvelables et l'accès au gaz domestique pour les ménages. Élaborer une stratégie nationale de lutte contre la pollution de l'air avec des cibles claires sont des éléments clés de la lutte. La pollution atmosphérique au Tchad est un problème silencieux mais grave, particulièrement dans les zones urbaines. La lutte contre ce fléau nécessite une volonté politique forte, un engagement intersectoriel ainsi que les implications des citoyens et partenaires internationaux. Notons que l'enjeu est à la fois sanitaire, écologique et économique. Sport à présent, mesdames, messieurs, en marge de la 15e édition de championnat de l'UFAC Région Centre, accueilli avec fierté par le Tchad en tant que pays hôte, les karatékas tchadiens ont su faire honneur à la nation dans une démonstration éclatante de talent, de discipline et de combativité. Les athlètes nationaux se sont imposés avec brio dans des catégories cadets, juniors et seniors, récoltant un total impressionnant
de 73 médailles, soit 3 en or, 35 en argent et 35 en bronze. Une performance qui inscrit donc désormais le Tchad comme un acteur majeur du karaté en Afrique centrale. Mbadjigsim Sadok. Si les autres disciplines peinent à évoluer, le karaté au Tchad arrive à sortir la tête de l'eau. Et c'est dans une atmosphère remplie de fierté et de reconnaissance que les champions conduits par le président de la Fédération tchadienne de karaté, Tchang Loulou, ont officiellement remis leur médaille au ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, pour son implication personnelle qui a permis à la réussite de cette compétition. Saisissant l'émotion du moment, le ministre a chaleureusement félicité les athlètes ainsi que leur encadrement technique tout en transmettant les encouragements du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, qui œuvre sans relâche pour faire rayonner le sport tchadien. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamid Louni, a salué l'engagement et la bravoure de la Fédération tchadienne de karaté. Il a réaffirmé la volonté de son département à soutenir toutes les fédérations sportives qui, à l'instar du karaté, s'investissent avec passion et rigueur pour faire flotter le drapeau national. Il faut encourager les fédérations qui portent des fruits. Il a exhorté les champions à renforcer la collaboration pour bâtir un sport tchadien solide, fédérateur et digne de notre nation, a-t-il conclu avec responsabilité et conviction. Merci Mbaye Sam Sadok. Restons toujours dans ce chapitre pour dire que la course pour l'organisation de la prochaine édition de la Coupe du Monde des clubs 2029 s'anime. Après la manifestation d'intérêt du Brésil, d'autres pays manifestent également leur volonté. Il s'agit du Maroc, de l'Espagne et des États-Unis qui ont officiellement annoncé leur candidature pour accueillir ce tournoi mondial. Ndjekausem Evariste. La bataille pour accueillir la 10e édition élargie de la Coupe du Monde des clubs prévue en 2029 est lancée. À 4 ans de l'échéance, la FIFA reçoit déjà des marques d'intérêt de plusieurs nations passionnées de devenir le théâtre de la prochaine Coupe du Monde des clubs. Le Brésil a ouvert le bal, le Maroc, l'Espagne et les États-Unis. Si aucune candidature officielle n'a encore été déposée, ces pays ont émis des intentions. Le Maroc encourage par la FIFA, dernier pays en date à se positionner. Le Maroc bénéficiait d'un appui particulier. Selon des sources proches des instances dirigeantes du football mondial, Gianni Infantino lui-même aurait insisté les autorités marocaines à se lancer dans la course. Des garanties spécialisées pourraient même être offertes pour soutenir sa candidature, selon plusieurs médias. De son côté, l'Espagne capitalise sur son expérience en matière d'organisation des grandes compétitions. Son rôle dans le trio hôte de la Coupe du Monde 2030 constitue un atout de poids, tout comme ses infrastructures déjà prêtes à accueillir des affiches internationales. Le Brésil, pour sa part, mise sur sa culture footballistique et son inspiration populaire. Des villes comme Sao Paulo ou encore Salvador ont expérience des grands rendez-vous et figuraient dans la liste des sites potentiels. Les États-Unis, quant à eux, complètent la liste des pays intéressés en pleine dynamique avec la Coupe du Monde 2026 à venir, co-organisée avec le Canada, le Mexique. Le pays a affirmé son statut de place forte du football mondial. Pour l'heure, la FIFA ne prévoit aucune décision immédiate et à l'instance prévoit prendre le temps nécessaire pour étudier les options. Une annonce sur le pays hôte pourrait intervenir d'ici fin de l'année 2026. Merci Ndjekausem Evariste. Puis le président Donald Trump annonce un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël en guerre depuis le 13 juin. Ces pays avaient accepté un cessez-le-feu qui doit aboutir sur la fin officielle du conflit entre eux. Ceci grâce à l'intervention des États-Unis d'Amérique. Koinito Jacques Janet était ici. Voilà, je le disais, le président Donald Trump annonce un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël en guerre depuis le 13 juin. Ces pays avaient annoncé, sinon accepté un cessez-le-feu qui doit aboutir sur la fin officielle du conflit entre eux, et ceci grâce à l'intervention des États-Unis et d'Amérique. Tentons de retrouver Koini Tojak.
Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. C'est donc la fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, notez ces rendez-vous à 20h15. Hissène Rodumbaï viendra ici pour le journal en arabe. Et juste après Hissène, à 21h15, Emmanuel Koulayo viendra également sur nos plateaux pour le débat, sinon la suite de série de débats consacrés au conflit intercommunautaire. Quant à moi, je vous retrouve demain, 19h30. Electron TV, la vision du futur.